Good evening, everybody. It's rather late and you must be very hungry. So we don't mean to waste your time. We'll be brief and we'll try to make sense. Are you actually staying on stage? If you feel better just watching from there? I mean, you do look beautiful, but also from some distance. Okay, so my name is Itai Talgam. I am a conductor. I conduct orchestras. And one of the main challenges of conducting people is to make sure that they are really there. Now, let's see. Are you really here? I can see you. Oh, how do I know that you're here? Say something. Okay, say something nice. Say bonsoir, okay? No, but say it together. That's why I'm a conductor. Look at me, okay? Oh, beautiful. You see? So it works. So how do we make people not only be present, but actually participate, be part of what's going on? There is an exodus movement here. People are running for their lives. It's okay if you go out, don't eat all the food. Now, I want to show you, young people, I want to show you what it takes to make somebody who's present into somebody who is really present, who really takes part. Are you interested in classical music? Really? How many of you are really into classical music? Okay, not too many. I'm speaking to the people in the cheap seats. Yeah? Unfortunately, the students are given all the cheap seats, or maybe chose to. Listen, so I want to do a little experiment with you, okay? I'm looking for people who actually spend something like, let's say 10, maybe 12 years watching teachers. You see, I'm looking for experts. Anybody in this room spend 10 years watching teachers for at least 5-6 hours a day? Can you raise your hands? Okay, so we have experts. And now I want to hear what's your opinion about this teacher. We're actually trying to recruit some teachers for the university. So it'd be very nice if you tell me what you think about this guy, okay? Can we see my... oh, no, you can't because I didn't connect it. Oh, just a second, just a second. Okay, let's see. Do you have a picture now? I can see now. I'm speaking to the technicians. Oh, you do have it. What do you think about this guy? Shall we go for him? Let's go. Some sound will be nice. Some sound, guys. Okay, so they have something against sound. Now, this is inside. This is definitely inside. Yeah, it's all good. Okay. Do something there. So that was one guy. Shall we vote? How many of you want to recruit him to this university? Who wants to study with this guy? Shall I do it again? Yes. Again. Look. A world-famous conductor, Riccardo Muti. Huh? No sound. Doesn't matter. How many of you want to work with, to study with Muti? Huh? Not too many. How many do not want to? Huge numbers. I'll talk to you later. Okay. Shall we try another one? Look at this guy. What do you think? Here. Let's try there. Still no sound. What about him? Well, I'll stop here also because we don't have sound, but just to make a point, listen, if you want people to participate, not just to be there, but actually to participate, you have to acknowledge the fact that they are experts. You are all experts on teaching styles. Thank you. If you want to, and if you don't. Okay? So the fact that you're experts makes it possible for you to take part, to have ownership.
What I'm saying, young people can be preached for hours. I don't need any more sound. Thank you. Enough is enough, as he said. Young people can only take part in what, all this culture talk if they're given real ownership. In fact, it was, I saw that it's a kind of a trend to quote French philosophers while you speak in a French university. So I'll quote one. Do you know Jacques Rancière? Okay, he's a guy worth reading. So Rancière said that there are basically only two ways of education, two schools of education. One is meant to keep the student eternally stupid, which is traditional education. What does it mean? It means that you have a professor that has all the knowledge, and then he pours some of the knowledge into the head of the student, and then the student can become almost as good as a professor, because when you get to know all that this professor is teaching, there's another one teaching the next course. You understand? So you always stay in this inferior position of being, he said, stupefied. The other one is the education that brings emancipation, where you, young people and old people, can be emancipated. That is, can independently acquire knowledge. Like, you remember when you learned your mother tongue? You don't remember it, right? But you had no teachers for that. You heard people speaking, your parents, and you learned. This is how you learn. And you're emancipated. Now, being emancipated is not being alone. And that brings me to the topic of the evening, our hackathon. What is a hackathon? Well, it comes from high-tech people getting in the same room with a lot of pizzas and Diet Coke and spending the night hacking some code, okay? We took the name and we said, okay, what about if we try to create something, do some projects so the Forum d'Avignon is not just a place of great thinking, but also of great doing, yeah? Acting, creation. And we tried for the first time. Now, you see, when you bring something like that to the, even I don't know what hackathon means. Everybody else in the project has other ideas of what it means. But it's okay, because we start from something and we'll get somewhere if we only do things together. So we have 5 groups of very talented people, young and younger, who got together with 5 topics. They will present their topics, and my only suggestion to you is, look, we are no geniuses here. We just want to say something. Don't wait for people to come from there and tell you what to do, subsidize you, create a network of European students. What is the problem? You know, you have no borders, it's very cheap to go. What is the problem? Don't wait. These people that you'll hear now simply decided not to wait and to do something. So I hope you appreciate their effort. I have no idea what they did. I'll be listening, as you do, with great amazement, I'm sure, at times, and amusement at other times. Who would like to start? We had some kind of an order, but I forgot my... Oh, maybe I have it. Oh, I do have the order. For the first group, by the way, let's really respect the fact that it's so late and people really have to go, so let's do it faster than we planned to. Prescribing culture. Please. Prescribing culture. I have no idea what it means. Spend a minute thinking about what it could mean just before you hear from them. What is prescribing culture? I wonder. Okay, take it allegro con brio. 1, 2, 2. Bonjour à tous, déjà, merci d'être tous ici présents dans cette belle université. Prescrire la culture, c'est un peu la thématique d'aujourd'hui. On a un ordre, hein, donc je réponds juste à la question d'Itaï, mais après on va enchaîner dans le sens convenu. Prescrire la culture, c'est un peu la grande question du moment.
comment amener la culture aux gens dans un monde du numérique, dans un monde qui est complètement envahi par du data, mais ce n'est pas à moi de parler de ça. Je laisse donc la main à Nicolas Gaume qui va introduire le sujet. Bonjour et bonsoir. Allô. Les joies du direct. C'est le hackathon. Bonsoir à tous. Nous sommes les premiers à passer, donc on va essuyer les plâtres. Donc, comme le disait à l'instant même Léo, nous nous sommes préoccupés de ce qu'était aujourd'hui la prescription de la culture. Hier, nous sommes réunis au début de ce forum pour nous interroger quels étaient les leviers de découverte culturelle à l'heure du numérique. Avec son portable, sur le web, les réseaux sociaux, les sites marchands, aujourd'hui, on trouve tous les trésors de la culture. Tous les trésors sont à portée de main. Et dans un monde où tous les trésors sont disponibles, ce qui a de la valeur, c'est la carte au trésor. Cette carte, cette prescription, nous sommes partis du principe qu'elle pouvait être automatisée, systématisée. Regardez, 744 photos Instagram toutes les secondes. 6152 tweets toutes les secondes. J'ai raté les vidéos avant, voilà. 75 518 vidéos vues toutes les secondes. Et on avait, voilà. Donc en fait, on s'est dit, à partir de tout ça, tous les jours, tous les heures, toutes ces données, elles peuvent être traitées par des algorithmes, des robots, qui sont en capacité de prédire nos goûts d'aujourd'hui et nos goûts de demain. Et partant de ce constat, on s'est dit, on va aller au contact des gens. On est allé les rencontrer avec l'application d'Alizée et de Camille dont elles vont parler, avec des clichés de Léo, et on est arrivé à quelques conclusions. Alors, est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez? Allô? Alors, en réfléchissant à cette question de la prescription culturelle à l'heure du numérique, et en particulier en se penchant sur la question du big data, on a essayé de définir 3 grands axes qu'on va vous présenter rapidement. Et on a aussi fait une petite expérience assez rigolote grâce à beaucoup de participants au forum qui nous ont aidés à créer une petite création artistique à partir donc, de l'application qu'on crée et des clichés de Léo. Alors le premier axe qu'on a envie de discuter, c'est en fait celui de l'abondance de l'offre culturelle sur les supports numériques, que ce soit le web et tous les autres types de supports numériques. Parce qu'aujourd'hui sur Internet, on peut consommer de la culture de tout type, il y a une offre gigantesque, et ça pose la question du choix. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? Comment est-ce qu'on fait pour filtrer, pour réussir à trouver ce qui nous intéresse, tout en découvrant des choses nouvelles? Et il y a des choses qui sont apparues il y a quelques années, qui sont de plus en plus utilisées. C'est ces petits moteurs de recherche, ces petits outils de recommandation qui recommandent un peu automatiquement, grâce à des algorithmes, des choses qui, soi-disant, peuvent correspondre à vos goûts, donc en fonction des goûts que vous déclarez, pour essayer justement de très rapidement se faire prescrire automatiquement de la culture sur Internet. Et nous, en fait, pendant ce hackathon, on a essayé de réfléchir à la pertinence de ces petits outils de recommandation que les gens utilisent énormément, en fait, de plus en plus aujourd'hui dans la prescription sur le web. Merci Camille. En effet, ces algorithmes sont liés au phénomène du big data, qui permet donc de traquer nos appétences, nos goûts, nos pratiques culturelles et d'établir une typologie en fait du soi numérique. C'est très important de parler du soi numérique parce qu'il faut savoir que dès qu'on parle de prescription culturelle, notamment à l'heure du numérique, on parle forcément d'identité. Il y a des prescriptions qui nous enrichissent et d'autres qui nous définissent. C'est pour ça en fait que le big data permet de relativiser les pratiques notamment affichées par la prescription sociale. Vous connaissez tous les réseaux sociaux. C'est pas parce que vous avez liké le musée du Louvre que vous êtes forcément y aller. Donc le big data, au final, permet de comprendre ces pratiques réelles des consommateurs de culture, mais en fait, on s'est posé la question, finalement, est-ce qu'elles nous définissent dans les goûts les plus intimes que nous recensons, qu'ils soient inavouables ou avouables? Et finalement, ce big data peut-il quantifier ces goûts-là afin de mieux prescrire la culture? C'est ce qu'on va essayer de démontrer tout à l'heure grâce à notre expérience. Donc, dans
dans ce cadre, on a aussi constaté que les nouvelles formes de prescription culturelle diminuent aussi la portée du statut d'expert, puisque l'aspect participatif du numérique rend la prescription multilatérale en mettant notamment l'utilisateur au centre. Et donc nous, on revendique une vision positive de cette ère numérique participative, avec des exemples de sites où les internautes fournissent eux-mêmes le contenu de prescription, ou encore l'exemple du crowdfunding qui peut justement dépasser la prescription et vraiment répondre à une véritable demande. Et dans ce cadre où on constate que finalement on se prescrit les uns aux autres, on n'oublie pas que les études montrent en fait que la recommandation vient avant tout d'un entourage proche et d'un cercle proche, et que les algorithmes ne vont pas remplacer les liens de confiance entre les individus, qu'ils soient virtuels ou faits en face à face. Alors, pour répondre à ça en moins de 24 heures, qu'est-ce qu'on a bien pu produire? Notre expérience, elle a été toute simple, en essayant de jouer un petit peu d'humour et en essayant de creuser la question de la culture et la culture personnelle, pas celle que l'on représente sur Internet. Internet étant une formidable vitrine pour se représenter soi-même à travers la culture que l'on va publier ou rechercher. Quelle est la culture d'un individu? Est-ce que c'est ce qu'il like sur Facebook, qui en fait est une représentation de lui-même, ou est-ce que la culture, la prescription culturelle vient de plus loin, vient de rapports un peu plus certaines fois familiaux, d'amis, de prescripteurs de goût, de gens un peu plus influents et dont on va peut-être apprécier les choix culturels. On a donc, pour ce faire, décidé de faire quelques portraits des gens qui souhaitaient participer et de leur demander de manière un peu plus intime, voilà, quels étaient leurs goûts un peu inavouables, qui sont les leurs, qui correspondent vraiment à leur petite intimité et on va peut-être en citer quelques-uns. Pas à ce qui pourrait être sur Internet. On les voit pas très bien. Oui, je les ai sous les yeux. L'idée n'est pas de rentrer vraiment dans telle ou telle personne. L'idée est d'avoir fait des grandes catégories avec un premier thème qui est le goût musical. Donc on a juste en bas à gauche le goût musical qui correspond au pop rock. En haut à gauche, on a toutes les musiques diverses, musiques du monde, autres. En haut à droite, on a l'électro, la musique classique, le rhythm and blues et le jazz. Et finalement, on voit que on a des gens qui vont avoir des goûts personnels, des goûts intimes, qui vont des fois être complètement différents de ce qu'on pourrait imaginer être les leurs, soit par rapport à leurs goûts musicaux, soit par rapport à leur visuel, à leur tranche d'âge, à leur groupe d'appartenance. On va pas tous les citer, le but n'est pas de rentrer vraiment dans le détail, mais on a eu des trucs très très drôles, on a eu des gens qui se retrouvaient à finalement apprécier, pouvoir écouter de la musique classique et en même temps être fan d'une pop star actuelle dont on ne dira pas forcément le nom, des choses très larges, aimer des pratiques culturelles complètement décalées par rapport à leur créneau. Donc on se rend bien compte que la culture, elle est loin d'être expliquée simplement par de la statistique. On ne peut pas résumer les gens avec de la statistique. On est obligé de rentrer dans l'affect, dans les goûts personnels, dans une histoire. Et donc voilà, finalement, on a plein de petites anecdotes. On vous laissera peut-être le temps de regarder ça un petit peu plus tard. L'idée pour nous était surtout d'arriver à la conclusion qu'il était impossible de calculer la culture, de prescrire la culture avec un simple algorithme. Finalement, notre conviction à la lumière de tout ça, c'est que la culture reste quelque chose de participatif, quelque chose qui sera de toute manière investi par le big data, investi par les prescripteurs de goût et investi par la culture Internet, mais qui restera quelque chose de l'ordre de l'intime, de l'ordre du personnel. Et la recommandation, la suggestion des proches, la culture traditionnelle aussi qui correspond à son appartenance, sont des choses qui ne peuvent pas être remplacées, qui ne peuvent pas être calculées. On ne peut pas remplacer l'expérience, la découverte, et Internet, le big data, tous ces outils qui sont quand même fantastiques aujourd'hui, doivent être utilisés pour renforcer l'expérience de la découverte, l'émerveillement, la culture qui doit d'abord rester le goût du beau et pas simplement le goût des statistiques. Voilà.
I still would like to know something about the app and about what can you do with this project once you're out of here. Yeah? So we have something to speak about later. Okay. Second group was the one dealing with reinventing the culture industry. What a presumptuous idea. Who wants to reinvent? Where are you? Come on, guys. Very nice. Thank you. Maybe a little bit of applause for the team. I think you better sit there. Oh, you're speaking from here? You need this? Okay. So I hope somebody else starts. Ah oui, c'est ça. Bonsoir. Notre équipe a questionné la fabrique culturelle. Nous avons créé un avatar qui va, j'espère, apparaître à l'écran. Cet avatar s'appelle PG et on a vécu avec lui le moment de l'hackathon et le moment du Forum d'Avignon. Voilà ce qui résulte de ces 24 heures de travail. Allez, c'est bon, c'est parti. Ah, il n'y a pas de son. Oh, pas bien. C'est plutôt quelque chose de sonore. C'est même quelque chose de totalement sonore. C'est plutôt quelque... Ouais. Alors, Tu crois qu'on peut faire ça? si tu peux refaire les voix, ça serait bien. Alors, tu fais avec le micro pour moi? Sur un sens, il est ce qui répond. On recommence. Ça va être un peu plus roots, mais plus intéressant. Merci. Complètement dada. On va essayer ça. Monsieur Malon, deux premières fois. Et si le mot culture a un sens, il est ce qui répond au visage qu'a dans la glace un être humain quand il y regarde ce qui sera son visage de mort. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Allez, bon, il n'y a plus qu'à recommencer. Maintenant que nous touchons presque au but, nous apparaît comme un grand voyage. Avec des souvenirs déjà, avec les rencontres, les visages. Je ne sais pas, ça dépend de la définition de la culture. Moi, je crois que la culture, c'est... Il y a plusieurs définitions, mais... La culture, c'est la capacité de projeter un imaginaire dans une réalisation concrète. Parce que c'est un besoin que nous avons en tant qu'être humain de communiquer, de rêver, d'aimer, de songer, de partager nos histoires.
Dans tout l'Occident, il semblait que la culture fût un ensemble de connaissances ou une forme de raffinement. Mais depuis le début du siècle, la confrontation des grandes cultures de l'humanité a fait de la culture un problème. Problème dont la solution un peu schématique serait peut-être la culture et l'héritage des œuvres du passé qui concourent à la qualité de l'homme lorsque cette qualité n'est plus fondée sur la foi. Tout au long, il y a eu, plus subtile, plus secrète, mais nous indiquant le chemin très souvent, il y a eu la voix des poètes, les sentinelles. Ça peut être un livre, une performance, une peinture, un film. C'est l'expression d'une forme d'humanité subjective, mais à vocation d'être partagée. C'est ça la culture. Et la particularité de l'œuvre culturelle, c'est qu'elle est donnée et qu'elle échappe à son auteur. The French great art of rhetoric, you think? It was so beautiful. There was a minister of culture was here. She spoke for 15 minutes. I thought it was like a beautiful coloratura. Le ministère de la Culture, c'est une invention très récente qui date d'André Malraux et dont il n'est pas dit que cette institution-là est un grand avenir au fond. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Et pour le reste, mieux vaut n'en parler qu'à d'autres moments. Il y a aussi les entr'actes. Mesdames, messieurs, les Dadazov vous récitent quelques poèmes de 1918. Ladies and gentlemen, the Dadazov speaks some historical poems phonetic from 1918. Meine Damen, meine Herren, der Dadazov spricht für Sie einige historische Lautgedichte von 1918. L'art était un jeu. Un récit, c'est la culture. Un récit, c'est aussi une histoire. Un récit, c'est une histoire. Je pense qu'une nation n'est pas une somme de solutions techniques. C'est une bien mauvaise métaphore que de parler de fabrique de la culture. C'est une métaphore 19e siècle qui relève en fait d'une conception de la culture qui serait celle d'un produit. Qu'est-ce que je fabrique? Qu'est-ce que je fabrique? Je trouve que c'est très sec et très technique comme expression. Mais le terme de fabrication me gêne un peu. La culture, elle relève de ce qui advient dans ce qui était inattendu. Elle relève de l'inouï. Pour des raisons assez mystérieuses, tous les gens qui sont ici ont compris que tantôt avec la douleur et tantôt avec le rire, ce qui avait survécu pendant les siècles était l'arme la meilleure que le monde puisse trouver contre ce qui était en train de le menacer. Merci. Vous avez dû entendre dans l'extrait de la vidéo une personne, un invité du forum, dire que la culture ne peut pas être fabriquée, usinée. Nous sommes plutôt d'accord avec ça et nous aimons l'idée que la culture est imprévisible. Une fabrique de la culture. Ce n'est pas la culture qui a changé de nature, c'est la fabrique qui a muté. Ce n'est pas la culture qui se copie, ce sont les outils pour le faire. Dans cette nouvelle ère technologique, l'usine créative, culturelle, s'est rapprochée de la pensée, de l'idée, de nous et de l'imaginaire. D'où provient la culture? De qui? De quel espace? Dans quel temps? Si chacun est émetteur et récepteur de culture, alors tout lieu d'échange fabrique de la culture. Le Forum d'Avignon produit de la parole. Comment cette parole est-elle créatrice de culture? Comment le Forum est-il fabrique culturelle? La création d'une tierce personne qui s'introduit dans le Forum nous a permis de capter et d'absorber les sons, les paroles, les échanges pour les rediffuser, les transmettre.
Il est alors lui-même émetteur de culture. PG est traversé par du passé, du contemporain. Il est l'expression d'opinions différentes, parfois contradictoires. En cela, il nous échappe et il représente un peu de la richesse de tout ce que fabrique la culture. C'est notre expérience, dans ce lieu particulier, dans ce temps délimité, de la fabrique culturelle. It just means that we'll end the hackathon even more confused than we started it. Now I really lost you completely, but it's only me. So we have our next group. Where's the next group? Come on, come on. You're waiting to be asked to come to the... Come on. And you're dealing with... communication. Cultural diversity, is that the... Yeah? Thank you for coming here. Thank you. Yeah. Okay. Guys, you have 10 minutes to make sense. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. We are going to present about the cultural diversity. The group is composed by Federico Magni, Irenit Bram, Marcus Sundaman, Marie-Luce Viau, Laurent Sobier, and me, Felipe. We're going to basically discuss about how the tools that we usually use to search information, especially the ones that we search, we use to search information related to culture, can contribute to the way that we consume culture. Or in a better way said, sorry? What? How can this... Yeah. How can we optimize this use in order to contribute to a wider cultural diversity? So some years ago, like 20 years ago or something like this, and still in interaction with our present days, we had a certain phase of the top-down culture, which basically means that institutions created by the government or by the private sector, they used to have the whole control of how we change information related to culture. Not just that, they used to have the whole control as sort of monopoly about what is considered culture anyway. And these groups, and this way we could give examples of this top-down system, which is basically the universities, and not just the universities, but also schools in general, and the media, the consolidated media like television or the newspaper. They have the control, the editorial control of of what we are supposed to mean. This, okay, we have to, sorry. Okay. Well, basically what is being changing is basically that we are passing through a change, and now we have the bottom-up system of interaction, and that is what we're going to talk about lately. Yeah. I hope that we're going to be able to present some tools for emancipation of culture, as we were mentioning before. I think that some of you may have heard of a search engine named Google. It's one of the main tools that people have at their disposal now to go and have an active approach to culture and try to look things by themselves. But yet, as also the Minister Filippetti said before, it might be culturally biased because it was born in the US. So these tools are bottom-up and they offer new possibilities to people, but they're not perfect for sure. And we have other search engines such as Yahoo, Bing, and else. We did a little experiment. We tried to have people, our friends in other countries, search for the same thing that we search here. We choose Best Opera of 2013, and we can see that the results are pretty similar, but not the same. So we had people in São Paulo, in Italy, and in France here.
searching for the same thing and getting slightly different results. And we also use DuckDuckGo, which is another search engine which is not biased by the cookies that are present in your computer, so it gives like objective results that should be always the same. And then we see that in the new digital world, you have new possibilities. You have all these and many other platforms offering online recommendations. So you have Amazon that you buy a book and they tell you, oh, you might also like this one, and you may buy that one too. You have MySpace that launched many singers. They brought them to fame thanks to the support of people. And you also have iTunes and Rotten Tomatoes for movies and Yelp for places around. And you can also use Twitter, maybe relating to people that you don't know, to look for advice about things that you're interested in. And besides online recommendations, you also have social recommendations. These existed before. It's the next slide, actually. Next slide. Thanks. This existed before because you talk with your friends since the beginning of times, probably. But now these social recommendations are improved because thanks to Facebook, Pinterest, Twitter, whatever else, you can interact with your friends in a much better way, and you can exchange your cultural experiences and share your cultural experiences. So, what's our project? The next slide, we try to put together the analogic and the digital worlds, because there is some good in both of them. For example, we wanted to improve users' interaction. So we wanted institutions to have to give users the possibility to interact more and share their knowledge. We wanted to improve data quality too, because data created by users might not be trustable at all times. So we need some verifying authority. But we also want to empower users by letting them hack the search tools. So use the search tools in a proactive way, catering their needs. And we have some example of this. For example, Infomine is a data mining website, and Deep Web offers you possibilities for advanced search. And we also have Otimedia, which is important, and Marie-Luce will present it to you. Alors Otimedia, c'est un observatoire des médias qui a été réalisé à l'INA. C'est un projet de recherche, c'était plutôt une preuve de concept. Et là, l'idée, c'est de donner l'accès, non pas uniquement à travers un moteur de recherche, mais à travers du data mining qui va nous donner des éléments, en fait, de vision des données sur lesquelles on va travailler et auxquelles on peut accéder. Par exemple, là, j'ai fait la requête Louvre, et je vois qu'il y a 4 pics sur le Louvre. Et si je vais plus loin dans l'analyse des pics, je me rends compte que le premier pic, en fait, c'est l'inauguration du département de l'islam. Le deuxième pic, c'est l'inauguration du Louvre de Lens. Le troisième pic, c'est la détérioration de l'œuvre de Lacroix à Lens. Et puis il y a d'autres pics qui sont des pics très politiques, puisque c'est la nomination du directeur, et puis des choses par rapport au pickpocket qui officiait au Louvre. Alors là, on voit typiquement quelque chose de très institutionnel, puisque la communication du Louvre se fait sur des sujets très politiques. L'inauguration du département des arts de l'islam est très politique, la nomination du président du Louvre aussi, et aussi sur des choses qui sont très patrimoniales, c'est-à-dire la destruction ou le brouillage, en fait, de l'appréciation culturelle dans les musées. Donc avec la détérioration et l'histoire des pickpockets. Donc on voit qu'ici, on va pouvoir accéder, en fait, à des données, mais la pertinence de l'analyse fait qu'on va aller chercher finalement des données avec des buts très précis, et cette analyse peut nous donner une façon de cartographier finalement les données qui permettent à l'utilisateur d'accéder et de s'orienter dans ces données pour essayer d'aller trouver ce qu'il cherche et non pas d'avoir une recommandation quelconque. Celle-là, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vous la passe. Alors, on peut aussi accéder aux médias par l'image. Donc là, on a fait une requête image et on va trouver toutes les images dans les médias français. On traite plus de 2000 flux dans les médias français de Bachar el-Assad. Et là, on voit qu'on peut faire encore plus fort, puisqu'on peut sélectionner des parties d'images et retrouver dans le décor, en fait, tout ce qui concerne le logo de l'ONU.
Donc ça nous permet d'aller très très loin finalement dans les recherches, puisqu'on ne fait pas que des recherches sur le texte, mais qu'on fait des recherches sur l'audio et on va faire des recherches aussi sur le visuel. Donc on traite la télévision, la radio, le web, l'AFP, etc. C'est-à-dire qu'on a 2000 flux de médias français et à travers ces 2000 flux, on offre à l'utilisateur plusieurs façons de chercher et plusieurs façons de s'orienter. Finalement, on a extrait par du data mining l'événement le plus saillant du mois. Et donc, on retrouve les images qui ont été le plus utilisées. Donc, on peut analyser par quels médias, par quel support elles ont été utilisées. Et puis, on a des algorithmes de dispersion qui fait qu'on ne devait pas avoir de pub. Et là, on trouve la pub de Benetton. Donc, on s'est dit, ah, notre algorithme n'est pas bon. Et non, c'est que cette publicité a fait l'objet elle-même d'un développement médiatique. Et donc, ça correspond effectivement à un événement médiatique visuel majeur du mois de décembre l'année dernière. Ou il y a 2 ans plutôt. Voilà. Pour vous dire que les moteurs, enfin, il y a plusieurs formes de moteurs et que le prochain pas, en fait, n'est pas la recherche, mais c'est l'analyse de données, la fouille de données. Et la fouille de données permettra peut-être de réaliser ces paysages dans lesquels l'utilisateur pourra s'orienter lui-même sans nécessairement dépendre de recommandations, etc. C'est-à-dire qu'on lui donnera des éléments pour s'orienter lui-même dans un paysage de données aussi grand qu'il soit. Merci. Okay, great. So, 2 remarks. First of all, I'm not sure this was created here, the main tool, was it? Okay. So, it's not easy to create such complicated tools in 24 hours. And anyhow, if any of you think they can do better, you're most invited, because the actual proposition here to find better way to search, because we all search all day, is a great proposition. Now we have a group of people interested in what? Publishing. Not just publishing, but publishing through screens. And this is really interesting. This is about, I guess, moving from printed information to visual. Yeah. Okay, let's go. Make it a short enlightening. Il y a un VGA par là? Il y a un câble VGA. Ah d'accord, ici il n'y a pas de VGA. Okay. Bonsoir. Super. Donc bonsoir à tous. Je m'appelle. On va d'abord rapidement se présenter. Je m'appelle Claudio. Je travaille pour Silicon Sentier, une association d'entreprises basée à Paris. I'm Silvia Gramegna and I'm a PhD student at Politecnico di Milano. Je m'appelle Benjamin et je suis designer à Paris. J'ai plus de voix, c'est dur le hackathon. Ouais, c'est sportif. Aurélien Fache, aussi un cofondateur d'OVNI, un média sur les cultures digitales et actuellement API évangéliste. Je vous expliquerai pourquoi. Abla Ben-Miloud Fauché, je travaille chez Orange comme chef de projet à la direction des partenariats culturels. Je m'appelle Maëla Michael Maréchal et je suis une étudiante en danse et cinéma et je représente la Fondation Culture et Diversité. Ok, donc notre thème de départ c'était le passage de l'écrit à l'écran et je tiens à dire qu'en fait on s'est rencontrés pour la première fois tous ensemble hier et on est le journée d'aujourd'hui pour développer un projet, donc rien de ce que vous allez voir existait, je dirais même aujourd'hui à 13h. Donc le point de départ c'était de dire voilà, on a le bouquin classique, le livre classique qu'on considère souvent comme une œuvre intangible, une espèce de monolithe qu'on ne peut pas trop déplacer de son endroit et nous notre ambition c'était de voir qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on éclate cet objet pour en extraire des données et des contenus pour les relier entre eux. Donc on a un bouquin qui est très classique, mais en même temps on sait que malgré tout il voyage déjà. Là c'est des photos qu'il nous a donné Fleur Vasseur qui était au Forum d'Avignon, de lecteurs qui prennent en photo ces bouquins dans des endroits différents dans le monde. Donc là on est à Tokyo.
on est à Katmandou par exemple ici, ou d'autres livres qui parlent de certains endroits, qui décrivent certains lieux. Donc là on est à Marseille, rue du Pistole, des lieux qui existent vraiment. Donc on a fait l'hypothèse de dire si, et on peut aussi savoir qui les a écrits. On a fait l'hypothèse de dire, si on connectait le livre, il pourrait savoir toutes ces informations, il pourrait nous les communiquer. Si on avait un livre qui était capable d'avoir une conscience, il pourrait nous dire dans quels endroits il est lu, qui est en train de le lire, de quels endroits il parle, qui est son auteur, qui sont ses amis. Et donc, à partir de là, on a commencé une expérience hier dans le train, pour dire quelle est la manière la plus simple d'abord de connecter un livre. Donc, je laisse la parole à Bla. Tiens, je pense que ça marche. Il marche, ouais. Donc en fait, on est parti d'abord de deux lieux communs. Le premier lieu commun, c'est de se dire que le numérique est un formidable vecteur pour le partage et la recommandation de livres. Il y a plein de sites de partage qui se développent. Le deuxième lieu commun, c'était de se dire que la simplicité d'un service fait son succès. C'est un lieu commun, mais il y a assez peu de sites de recommandation et de partage de livres qui sont vraiment hyper ergonomiques et hyper simples d'utilisation. Donc on s'est dit, pour partager un livre et pour donner envie à quelqu'un de lire un livre qu'on est en train de lire, le plus simple, c'est de partager la page qu'on est en train de lire et la page qui nous émeut, qui nous donne envie de partager cette lecture. Et la façon la plus simple de partager la page, c'est de la prendre en photo tout simplement. Et donc au départ, on en était resté là, hier après-midi dans le train pour Avignon. Et puis finalement, on est allé plus loin. On s'est dit que cette image de la page qu'on partage pour donner envie aux autres en fait, de lire le livre et de lire la suite du livre, cette image, en fait, via des logiciels... on m'entend plus? Si, c'est bon? Ouais. Via des logiciels en fait, de reconnaissance de caractères, d'analyse sémantique, on peut l'analyser, on peut l'enrichir. Donc du coup, on est allé plus loin par rapport à notre idée de départ, juste de partager des pages de livres. Et on s'est inspiré d'un service qui a été lancé récemment en fait, sur mobile, qui se développe bien. Pourquoi qui se développe bien? C'est parce que l'interface est très simple d'utilisation. C'est un service qui s'appelle Rando App. Donc je vous invite à télécharger cette appli qui est très sympa, et qui permet en fait de partager de manière totalement aléatoire. Donc on est sur un principe de sérendipité, vraiment d'heureux hasard. On partage avec des inconnus une photo dans un lieu donné, avec une ergonomie qui est hyper simple. Et donc à partir de là, on a essayé d'aller plus loin et de construire tout un réseau autour de ça. Et on a vu qu'effectivement, il y a pas mal de réseaux sociaux dédiés aux lecteurs, mais si vous regardez bien, il n'y a aucun réseau social qui est dédié aux livres. Il n'y a aucun réseau social dont le livre est vraiment le protagoniste du réseau. Il n'y a que des lecteurs qui partagent des livres, mais on n'a pas tiré les conséquences de dire on connecte un livre en tant que lieu social. Et donc le projet qu'on a fait, on l'a appelé Book Faces, donc c'est The Many Faces of Books, ou en français, le livre dont vous êtes le lecteur. On essaie d'inverser cette idée de dire le livre dont vous êtes le héros et de mettre le livre au centre de son réseau social. Donc on est passé un peu du big data, ou ce qu'on a discuté hier soir avec des amis qui sont dans la salle, au smart datum, donc partir d'un objet de lecture unique pour ensuite le connecter au reste de son écosystème. Et donc, si on prend le livre comme objet social, voici ce qu'on peut en faire. Alors moi, je sais pas, vous voyez un bouquin physique, moi je vois de la data en fait. Donc voilà, je suis un peu un obsessionnel de la data, c'est mon métier, je suis payé pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, on a très peu de données accessibles associées à ce bouquin physique. L'auteur, la date de parution, la couverture. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin, la notion de bouquin comme une API, de rendre accessible pas juste les métadonnées, mais vraiment aussi le contenu du bouquin. Donc par exemple, l'ensemble des personnages d'un bouquin, l'ensemble effectivement des concepts liés à un bouquin. Quand je dis rendre accessible, c'est effectivement, on est dans la même vision qu'un hackathon ou de l'open innovation. C'est là, si on se concentre sur les données culturelles des collectivités ou les données de la régie des transports, là, on se focalise sur les données d'un bouquin. Donc voilà, il faut un peu creuser cette histoire d'API pour un bouquin. Ou par exemple, l'ensemble des... dans lequel il a vécu.
Ah oui, des endroits dans lesquels il a vécu, tout simplement, je rappelle. L'ensemble dans lequel le bouquin a été lu. Donc là, par exemple, comme donné, Aurélien, enfin, moi-même, a lu la page 29 de ce bouquin-là à Avignon. C'est de la donnée, aujourd'hui, qui n'est pas accessible. Donc l'idée, c'est de la rendre accessible. Par exemple, tout simplement l'auteur. Et par qui ça a été lu, c'est juste ce que j'ai dit auparavant. Donc voilà, donc je laisse aussi la parole à Benjamin, justement, sur tout ce qu'on peut imaginer en ayant accès à ce genre de données. Donc voilà, on a bricolé rapidement une petite application qui est un peu un mix de réseaux sociaux, d'Instagram, etc. Vraiment pour vous montrer le cheminement par lequel on peut inverser la vision qu'on a du livre et partir de ces photos, quoi. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on peut partir de photos, de textes photographiés pour après récupérer la donnée, retrouver le livre, etc. Et on s'est dit on va faire un concept très très simple où il y a juste une seule action, c'est photographier un livre. Après tout se fait derrière en fait, automatiquement, enfin bref, on passe les détails. Donc grosso merdo, j'ai un livre, il y a un passage qui me plaît, où j'ai envie de partager la première page. Avec mon smartphone, je prends la photo et c'est tout en fait. C'est juste ce qu'il y a à faire. Et automatiquement en fait, avec la géolocalisation, on va savoir où est-ce qu'il a été lu. En retrouvant en fait le texte du livre, enfin un texte qui doit être accessible par les maisons d'édition, je le précise, on en parlera à dîner. On retrouve toutes les informations en fait liées au livre et aux autres. Attends, mais tu vas très vite là. Ouais, pardon. Bref. Enfin, quoi qu'il en soit, donc on prend une photo, soit ça crée un nouveau compte avec un nouveau livre, soit ça ajoute en fait votre image au compte du livre. Un peu comme si on postait des photos et des images sur un compte social. Et ensuite, on voit qu'on peut... on voit pas, vous voyez ou pas? Oui, on voit. Donc voilà, on retrouve les données dont ils ont parlé tout à l'heure. On peut avoir des informations de localisation des livres, où est-ce qu'ils ont été lus, où est-ce qu'ils ont été, enfin, comment ils se sont déplacés, de quelle destination ou location ils parlent, quels sont les mots les plus utilisés, quels sont les noms des caractères, enfin des personnages du livre. Enfin, c'est tout plein d'informations qu'on a mis de côté, les photos aussi, pour pouvoir ensuite, on va montrer comment on l'utilise après. Ouais. Donc on a pris comme exemple pour vous illustrer cette application. On est parti d'un livre qu'on trouve fondateur de l'Odyssée. On a pris l'Odyssée. Et donc si par exemple, par un feed, donc si quelqu'un publie, prend une photo de la page de l'Odyssée, d'une des pages de l'Odyssée, et cette page apparaît dans le feed d'actualité, et tout un lien, tout un cheminement se crée ensuite, et il pourra continuer en découvrant l'application à découvrir d'autres liens qui le mèneront vers d'autres œuvres littéraires. So a practical example is the one that you are seeing behind me. In the first page, I have received one front page from the Odyssey. So as you know, one of the characters of the Odyssey is Helene. Helene is a noun, so we can search inside our application this noun and see which are the other books in which appears a character with this noun. And so this second book is Les Enfants de Capitaine Grant. And here one of the co-protagonists is called Helene. As we explained before, we can also search for the topic of a book or a word inside our books. And so we find the word voyage, that is at first one of the topic of the second book. And as you can see, is one of the words in the title of the third book. So we can switch to the other page. And as you can see, there's also a map in which I can see where this book has been read. And for example, this book, thank you, has been read yesterday, ici, in Avignon. So we can switch to another page of another book that has been also read here at the Forum of Avignon. So, just to conclude, bon, en français, pour terminer, ce que vous avez vu, c'est une idée de ce qu'on avait commencé à dire hier, de transformer le livre en une interface qui permet de connexion entre des datas différentes. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est pas que tous les contenus doivent être ouverts, complètement gratuits pour pouvoir accéder à ces données, mais il y a certaines données qu'on doit pouvoir accéder pour réaliser ce projet. Donc, s'il y a des éditeurs dans la salle, on pourra en discuter. Mais
on pense qu'un livre qui est future-friendly, comme on dit, il doit avoir 3 caractéristiques. La première, c'est qu'il doit donner accès à ces données à travers une API, donc pas au contenu, mais au moins aux métadonnées et aux mots qui sont les plus importants dans son contenu. Le deuxième, c'est qu'il doit être connecté à son environnement. Il doit être capable de dire où est-ce qu'il est lu et de quelle place, de quels endroits il parle, pour faire des liens par géographie. Et le troisième, il faut arrêter de considérer le livre comme un objet qu'on peut pas travailler comme un monolithe culturel qu'on ne peut pas détourner, mais le considérer comme un objet culturel et un nœud social qui est de facto une interface entre des personnes, des endroits, des thèmes et des mots. Merci beaucoup. Thank you so much. Well, I still need to understand why would anybody care about who read what in Avignon yesterday. But that only means we don't have time for discussion, and I'm sorry about that. I really have to apologize to all of you hackathoneers, people taking part for being the bad guy here. I'm not really. I'm just, you know, in the same corner as you are. You know, one of the first rules you're being told in every unconference is do not drink the oxygen of other people. And those 13 ministers that were here did never heard about this. So that's why we have to be so short. Okay, so guys, I respect all of you, and I thank you. And we're going to listen to the last group, not least, speaking about urban spaces for culture, new urban spaces. Thank you. Well, thanks. And I hope you have oxygen for 6 more minutes. We try this one. And first of all, we have to say we had a special hackathon. We had no pizza. No pizza. And we really started some 6 hours ago. But what also makes us special, this is in a row of meetings we have together with the Forum Avignon and the Forum Avignon Bilbao. We have 3 workshops on this topic, how to activate urban space. And our tasks now, and that's the third topic why it's so difficult, was, you know, you heard it already, how to turn wood into a crocodile. And I learned that's impossible. That's what I learned from our politicians. So I'm really happy we try this as creatives to turn to turn the wood into crocodile. What this really means is our task is how can we involve skeptical people into active people in urban space? How can we activate somebody? And you won't believe it, we hacked you already because it's so much fun as we were hacking, so we thought you should have some fun also. And at the end of our small performance, I hope you are part of our mission. Okay, now, Jan, it's your topic. Well, yes, thanks. First, thank you for your patience, and sorry that we're talking English. Our French isn't so good, so that's why. So we were concerned already before with the question, how can we involve citizens that are skeptical towards culture? So where do we find spots to reintegrate those skeptics into urban culture? And we had the requirement for ourselves that our idea had to be catalytic, replicable, scalable, flexible, and easy to do. So something that we just don't invent for a certain city or a certain arrangement, but rather that can be used everywhere. So we were in the train and we were thinking of what can we do, what's the simple project we could do. So we thought about that while eating, and then we found out that eating is actually one of the very foundations of culture. So if you think of you know, the Neanderthaler, the old cave people, they came together just because they had to eat. So they had a fireplace somewhere, they came together for eating, so that's the very foundation. And maybe we can build on that. We found out that
arts, urban planning and cooking actually have a lot of points in common. So just a few of them. Food as arts, as urban planning brings people together, gets them to interact and share. Food is about collaborative production and consumption, so it's cooking and eating together. Cooking can be fun, so you don't have to just, you know, have the etiquette and don't do the wrong thing. Take care of which fork and which knife you will use first and last. You can also eat with your hands. This is also a kind of culture, and it can even be high culture if you define it in the way that food is tasteful. Cooking is an experiment, so you sometimes don't know what comes out. Every one of you, most of you will know the times when you came home maybe drunk and you had to find something. Hello? Yeah, this one works. And you just cook something. Maybe I can. You just cook something that is. Hello? It works. I had the. I think it was because of the hand. You just cook something that is in the fridge. So you use what's there and combine it, and it can still be good. Sometimes it's not so good, but then next time you try better. And a well-cooked meal can actually save your day, just as arts and a well-planned city. So if you don't waste your time with things and just sit together. So, of course, yeah, we had to come up with innovative ideas, and of course we have been thinking about how can we combine it with doing something on the internet. So we thought of a geosocial cooking network, but it has to be local. So we wanted to make it replicable. It has to be working everywhere. So we thought, how would it be conducted without the internet? So normally, if there's an interested person, maybe it's a woman that likes to cook, that wants to get into contact with other people in the quarter, and she starts to print and glue information about a cooking evening on traffic lights and public library doors. But that might cause some problems, because when people like to, yeah, I try to hurry. When people come there, not so many people come there, and all the information is stored within that one person that is interested. So what can we use as a technical solution? Yes, of course, we could make use of web services, provide users with browsable web maps where all those locations where we cook are located. We can make user profiles where everyone could just like tick the boxes where what he or she has in the fridge, or what cooking equipment they have, or whatsoever. And they can form groups and cook together, come together. And of course it has to be some calendar, because you need to find the same time to come together. So we thought that might be still not enough, because it's still a website and we want to do something for the urban space. So we said, yes, we need something in the space. Actually, some of us are coming from the Ruhr area in Germany, which is a former industrial region, I think like partly comparable to Lyon in some places. So there are a lot of neglected former industrial buildings, a lot of empty buildings, and you could use them for creating a new cultural hub. And we start with cooking, because if you work there or do something or create something new, you also have to be fed. So a kitchen is one element of such a hub that is on a local area which is run by citizens in a quarter. But it can be combined with other things that are collaborative, just as co-working. You know, that's an overused term, everybody uses laptops and so on, but still it's important, and it's probably the future of collaborative work. You can also, you know, if you have a kitchen, you need food, and there are quite effective techniques for urban farming available. Have you ever heard of aquaponics, which is like a system you use fish poo for, you know, like nurturing plants in hydroculture. And yeah, we think also kindergarten and production space, so combine that all together. That could be a place where people meet and provide low standard but low
fair culture that is available to everyone. And we want to demonstrate now the power of food as a collective cultural practice. Yes, and just because we were brainstorming today, and we had the idea, why don't we start our first Guerrilla cooking group today, just here at Forum d'Avignon? And therefore, some of you got fruits from us. I know you're still here. I see some people with apples and little oranges, and also the little kiwi. So could you please stand up now and show us your... It's not dangerous, you don't get in prison. Yeah, thank you very much. So we, you are those who are the lucky ones tonight. Those are the lucky chosen ones, because you are able now to create the first Guerrilla cooking group. And I know it's a little bit it's a little experience. It's for us, and also particularly for you, and but we wanted to create something sustainable, and that maybe will survive and maybe will grow after tomorrow the Forum d'Avignon will end, and that's why we I want to invite you now, if you like to find out what Guerrilla cooking group is, and what we can do with that, to come close here to the stage. Feel free, you don't need to, but we are here to invite you to create something historical, totally new, and that's why that's how I want you to close now. And thanks for your attention. Bravo, bravo! Thank you, all the survivors of the hackathon. Go and take 2 weeks off, rest a little bit, maybe get something to eat. We love you all. Thank you. Bye-bye. Okay, all in all.